Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors hier, dans ma vidéo, je vous avais parlé d'Apple, je ne sais pas si vous en rappelez, et je vous avais dit c'est l'action qu'il va falloir surveiller, et j'avais bien insisté bien évidemment sur ce point bas. Il se trouve qu'Apple hier a perdu l'équivalent de 5%, et vous voyez, on est en train de casser voilà, cette zone de support, et on est sous la moyenne mobile. Idem ici. D'accord? Alors bien évidemment, on peut avoir une petite arnaque et ça remonte parce que ça reste la valeur la plus importante aux États-Unis, la valeur la plus soutenue, tout ce que vous voulez. Et Warren Buffett est d'ailleurs fortement investi sur Apple. Et vous voyez ici, Apple, c'est le plus gros, voilà, la plus grosse participation de Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett. Ça représente 47% de son portefeuille. Et il détient 157 milliards de dollars. Voilà, et sachant que la boîte fait, donc c'est l'un des plus gros actionnaires, si ce n'est le plus gros actionnaire de Apple. Et c'était clairement très intelligent de la part de notre ami Warren Buffett. Maintenant, et on le voit, hein, Warren Buffett a été franchement très fort, hein, parce que regardez ici, alors c'est son fonds. Alors bien évidemment, on va le comparer, hein, on va comparer ça au S&P. Et quand on le compare au S&P, on voit que, vous voyez ici, ça c'est le point bas, la pandémie. Donc Warren Buffett, il a mis du temps. Et là ensuite, il a commencé à surperformer par là, d'accord? Et là, ça commence à baisser. Et l'un des paris de Warren Buffett qu'il a fait récemment, d'ailleurs, hein, vous voyez ici 2 mai, c'est qu'il a investi sur le pétrole, notamment sur Chevron. Et on voit ici, voilà, c'est la top 3, donc peut-être que ça n'a pas été actualisé, c'est pas grave. Ça a été fait quand d'ailleurs? Ouais, ça a été fait le 24 mars. Donc ici, en fait, on voit que notre ami Warren Buffett, il détient aujourd'hui Chevron, et Chevron, voilà, pour lui, effectivement, représente encore plus que Coca-Cola. Alors que Coca-Cola et American Express, et notamment Coca-Cola, c'était la détention majeure de notre ami Warren Buffett. Et vous voyez, Chevron, c'est une boîte qui s'est bien comportée récemment. Par rapport au S&P, ça c'est le S&P en orange, et ça c'est Chevron en voilà, normal, et avec des bougies, et on voit que Chevron a surperformé de 42% le SP. Pourquoi? Parce que c'est le pétrole. Et j'en arrive à la grosse news d'aujourd'hui, c'est ça, c'est Aramco redevient la première capitalisation boursière au monde et bat Apple. Aramco, c'est une boîte saoudienne, ça appartient à l'État saoudien qui est actionnaire, c'est l'actionnaire majoritaire, et c'est une boîte qui finalement est sur le pétrole, comme son nom l'indique. Enfin, et en fait, cette boîte aujourd'hui prouve l'importance des matières premières en 2022, la hausse du pétrole, voilà, le fait qu'on est dans un moment de l'histoire où l'énergie est essentielle pour finalement faire fonctionner l'économie. Et c'est clairement le gros gagnant. Le gros gagnant de la crise, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite va être de plus en plus courtisée, parce qu'elle est en position de force, et parce que, alors bien sûr qu'il peut y avoir des pressions, il peut y avoir du lobbying, et il y aura du lobbying, et il y aura des pressions. Il y a même un papier qui indique que Biden serait aujourd'hui en train de mettre en place une loi pour inciter l'Arabie Saoudite à baisser les prix, à augmenter la production, sous peine de sanctions. D'accord? Voilà. Et donc, c'est pour vous dire, il va y avoir du grave lobbying dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2010, hein, on a eu la crise des subprimes. 2010, le pétrole était très bas. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où les banques centrales, elles pouvaient imprimer et il n'y avait pas ce risque d'inflation. L'inflation était basse, hein, pendant les années 2010, l'inflation n'a jamais été très élevée. Et en fait, aujourd'hui, avec la crise, finalement, la situation de guerre, les prix de l'énergie qui flambent, clairement, ça a remis au goût du jour le pétrole, les matières premières et l'inflation. L'inflation qu'on avait complètement oubliée. Et on avait oublié que finalement, l'économie dépendait fortement des matières premières. On est rentré très rapidement dans l'économie d'après, c'est-à-dire moins d'énergie fossile,
décarboner, etc. On a commencé à faire des grands discours. Et là, on s'est retrouvé confronté à une situation que je pense personne n'attendait, hein, du moins pas les dirigeants politiques. Et on s'est retrouvé dans une situation où finalement tout a dérapé. Et donc ça explique pourquoi le pétrole flambe, pourquoi Aramco devient aujourd'hui la plus grosse boîte mondiale et pourquoi même au-delà de Aramco, toutes les boîtes dans le domaine de l'énergie explosent. Que ce soit donc Chevron, j'en ai parlé tout à l'heure, on a ExxonMobil, on a voilà, elles sont toutes. Regardez, là c'est le S&P et là elle a 32% de surperformance, d'accord? Et le S&P baisse de 14%. On parle depuis, voilà, allez, on va mettre décembre, comme ça, on va même mettre janvier, comme ça va être sympa. Voilà, depuis le début de l'année, le S&P perd 17% et ExxonMobil gagne 41%. D'accord? Donc on a EOG également, Resources, idem, 36%. On a Total, beaucoup de gens m'ont parlé de Total et effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé ces derniers temps. Ça se passe plutôt bien, on est à 11%, donc c'est pas ExxonMobil, etc. Et on a bien évidemment le S&P qui sous-performe. Bref, les valeurs de l'énergie cartonnent. Hein. XLE, alors c'est un indice sur l'énergie, hein. Moi j'avais investi dessus. Et en fait, c'est intéressant parce que ça comprend c'est un ETF d'ailleurs qui comprend les valeurs essentielles de l'énergie. Alors bien évidemment, attention, hein, le pétrole a déjà beaucoup monté, on peut assister à une grosse correction, mais néanmoins, on est dans une situation où voilà, les matières premières sont aujourd'hui réellement sur le devant de la scène. Et clairement, bon, les chiffres sont toujours favorables à Aramco. Aramco, la capitalisation boursière aujourd'hui, elle est de 2430 milliards de dollars. Apple est de 2037 milliards de dollars. 2370 milliards de dollars, pardon, ce qui reste énorme. Hein. Mais voilà, Apple, depuis le début de l'année, a fortement baissé. Aramco a fortement augmenté. Et cette année, hein, le Apple valait 3000 milliards de dollars en début d'année. Hein. C'est là où on voit que il y a vraiment un délire. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez à un certain moment, d'ailleurs, là, vous voyez que Apple commence à fortement baisser. Mais ici, en janvier, vous voyez ici, là, sur les sommets, c'est incroyable. C'est incroyable. On valait 3000 milliards de dollars ici. Apple valait 3000 milliards de dollars. Janvier 2022. Et l'année dernière, j'en parlais déjà. Je vous disais, pour moi, Apple, c'est vraiment la grosse boîte. Parce que si Apple s'effondre, tout le reste va suivre. Alors pour le moment, c'est une petite correction. On ne peut pas dire que ce soit l'effondrement. Ça tient super bien. La baisse depuis les plus hauts est quand même de 20%. C'est pas rien. Ceux qui ont acheté Apple en janvier sont en train de perdre 20%. C'est pas négligeable non plus. Mais ça reste une boîte solide. Mais on voit, ce qui a changé, c'est que Apple a baissé de 20%. Aramco est monté de quasiment 28%. Vous voyez ici, ça c'est Aramco en rouge et vous avez Apple en noir. Et là, on vient, et c'est juste incroyable, Apple, hein, le parcours d'Apple. Regardez ici, on était à 2000 milliards, puis c'est monté à 3000 milliards. C'est du délire, les amis. C'est vraiment du délire. Et là, pour la première fois, vous avez Saudi Aramco qui dépasse Apple. Et donc, la question que vous allez sans doute poser, c'est Tammy, est-ce que ça va continuer? Alors, encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On a vu dans le passé que le pétrole pouvait exploser à la hausse et s'effondrer. On l'a vu durant la crise de 2008 d'ailleurs. Donc, il faut rester prudent. Aujourd'hui, ça monte parce que, premièrement, il y a le conflit en Ukraine. Deuxièmement, il y a des problèmes de production, de livraison, ce qui fait que les prix du pétrole flambent comme jamais. On a également l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Donc la hausse des taux d'intérêt, c'est défavorable à Apple. Et Aramco s'en fiche, hein, c'est pas ça qui va leur poser problème. Mais clairement, on est aujourd'hui dans une situation où Apple baisse, Aramco monte. Mais si la crise s'aggrave, Aramco va baisser également. C'est-à-dire que là, le pétrole monte parce que clairement, on est dans un moment
précis. Hein. Il y a une demande qui reste importante, il y a une sorte de pénurie. Mais si la croissance ralentit, si on se retrouve dans une récession économique, je peux vous dire que les boîtes pétrolières vont également baisser parce qu'elles dépendent de l'économie. Aujourd'hui, elles ne dépendent pas de l'économie, elles dépendent de la conjoncture. On est dans une situation de pénurie. Donc c'est pour ça que les boîtes pétrolières flambent. Mais si l'économie ralentit, il y aura moins de demandes de pétrole. Et s'il y a moins de demandes de pétrole, eh bien, ces boîtes vont également baisser. Donc aujourd'hui, extrême prudence, les amis. Clairement, on n'a pas encore vu la fin de la crise. Donc, il faut être hyper vigilant parce qu'il peut se passer énormément de choses durant les prochains mois. On est déjà en train de vivre le pire début d'année en un siècle. C'est pas rien. Je vous en parlais en décembre hein, et avant la baisse, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vous disent oui, oui, oui. Non, moi en décembre, je vous disais, j'ai jamais vu ça. C'est du délire. Et il fallait oser le dire parce que très peu de gens avaient le courage de le dire. Mais moi, je disais, j'ai jamais vu ça, c'est du délire. Et puis, j'ai fait une autre vidéo en janvier où je disais la même chose. Et encore une fois, il m'est arrivé en septembre de dire, le marché est encore haussier. Et j'avais raison. Hein, rappelez-vous, c'est Tesla. Et je pense que vous vous rappelez très bien de Tesla. Tesla, ici, j'ai même mis le point. Burry, donc Michael Burry, c'est un spéculateur très connu. Il a joué dans le Big Short. Enfin, son personnage a été incarné dans le Big Short. Burry, ici, il dit « Je suis vendeur » en septembre. Et moi, ma vidéo, c'est un live, d'accord, que vous allez retrouver. Regardez la date, d'accord. Moi, je dis, Burry est en train de faire une énorme connerie. Il vend trop tôt. Juste après, vous avez Tesla qui passe de... ici, on a... Alors, je vais retirer la comparaison. Donc, Tesla qui passe de 756 à 1240. C'est-à-dire que entre le moment où Burry nous explique qu'il faut vendre et la hausse, il y a 63%. Burry va boucler ses positions vendeur. Et donc, j'étais haussier parce que le marché était haussier. Maintenant, regardez là. Là, ça, on est en novembre. D'accord? Là. Et là, regardez, le marché, c'est juste du délire, ce que nous a fait le marché. Et c'est à partir de ce moment-là bien précis, on est en décembre, c'est par là, que je commençais à dire, ça commence à puer. D'accord? Mais là, clairement, le marché était haussier. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ne m'écoutez pas, ne me suivez pas, mais ne suivez pas Burry, ne suivez pas. C'est votre décision, c'est votre argent, les amis. D'accord? C'est votre responsabilité. Mais, encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Et quand, par exemple, quelqu'un a dit quelque chose, il ne faut pas non plus déformer ses propos. Et là, en l'occurrence, les choses étaient claires dans mon esprit. Et vous voyez ici, c'est la vidéo que j'ai publiée, regardez, le 5 septembre 2021. Et il y a quelqu'un qui me pose la question, qui me dit « Tammy, qu'est-ce que tu penses du short de Burry ?» Écoutez. C'est génial comme question. Écoute, Burry, il est en train de faire une connerie. Mais peut-être qu'il aura raison. Mais Burry, n'oubliez pas, si vous avez vu le film, le Big Short, Burry, il avait anticipé les subprimes. Mais il avait commencé à vendre en 2006. Il a commencé à vendre, et puis il s'est pris une gamelle, et il souffrait. Il avait vendu trop tôt. Après, quand il a eu raison, ça a été jackpot. Mais est-ce que vous êtes capable de vous prendre des gamelles comme Burry? Parce que Burry, là, sur Tesla, il a fait un méga short sur Tesla, il est en train de se prendre une gamelle. Pour le moment, les marchés sont haussiers. Je suis désolé, les marchés sont haussiers aujourd'hui. Moi, je suis acheteur hein, sur la bourse. Donc, c'est haussier, c'est incroyable, c'est irréaliste, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Maintenant, il y aura un moment où il y aura un crack. Et moi, encore une fois, je pense que Burry est en train de faire une connerie à court terme. Maintenant, peut-être qu'il aura raison, mais je préfère, moi, attendre le bon moment. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je travaille avec des signaux. C'est-à-dire que le marché... Et vous voyez ici, les amis, Big Short Burry exits bearish bet. Et c'était quand? C'était en novembre. En novembre, le 18 novembre exactement, il sort de sa position, c'est-à-dire, regardez ici. Là, c'est juste, en fait, le gars, je suis désolé pour Burry, hein, parce qu'il est, voilà, le 18 novembre. Bon, ça a été annoncé, hein, mais voilà, il est sorti par là.
D'accord? Là, le 8 novembre, voilà, il a dû sortir par là. Mais ça, c'était annoncé publiquement. Mais peut-être qu'il a fait avant. D'accord? Le 15 novembre ici, 10 novembre, voilà. Et donc, je pense qu'en fait, il est sorti avant. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de vous dire j'ai raison. Je m'en fiche. D'accord? L'idée, c'est de vous dire soyons concrets. Soyons carrés. Voilà ce que j'ai dit. Ne prends pas un propos et tu le déformes et tu en fais ce que tu veux. Par exemple, il y a voilà, des gens ils vont me dire oui mais Tammy, t'as pas acheté à ce moment-là. Oui, mais parce que ma méthode, c'est-à-dire encore une fois, je vais pas acheter parce que ça te fait plaisir. Je vais acheter parce que ma méthode me dit qu'il faut acheter. Par exemple, ici j'étais clair. Burry est en train de faire une connerie. C'est pas le moment. Je pense que c'est un conseil. S'il m'avait écouté, qui lui aurait économiser probablement des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Il devrait s'abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est clair. Mais encore une fois, en toute modestie, je pense que mes propos étaient sans ambiguïté. C'est-à-dire, voilà, t'as Burry, tout le monde l'adule dans le monde entier. Le gars, c'est une star, il est passé dans... Et Tata Mikabage, il a une petite chaîne YouTube de 400 000 abonnés. Merci mes 400 000 abonnés. Voilà. Et puis, Tammy Kabage dit que Burry est en train de faire une connerie. Et que voilà. Bon, après, à vous de décider qui vous voulez suivre. C'est votre affaire. Je m'en fiche. Mais les choses sont assez claires. Donc, ce que je veux vous dire, les amis, c'est que je suis un opportuniste, j'ai un mindset d'investisseur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être acheteur et demain, je peux être vendeur. Alors, je m'exprime sur ma chaîne YouTube, je donne mon avis, je ne vais pas tout le temps le donner pour des raisons évidentes, et puis j'ai quand même une communauté, j'ai quand même des étudiants qui payent pour ma formation, donc ils ont la primeur de tout ça, et encore, hein, voilà, voilà, il y a une formation qui est excellente et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je peux parfois ne pas être là, je peux être malade, je peux... Ne dépendez pas de mes propos, ne dépendez des propos de personne. Par contre, ce que j'ai dit sur Burry, pour moi, c'était du bon sens. C'est-à-dire, ma méthode me disait il ne faut pas vendre. Mes indicateurs me disaient qu'il ne faut pas vendre. Et les faits m'ont donné plus que raison. Donc, quand en décembre, j'ai commencé à dire, voilà, attention, ça pue, etc. En janvier, beaucoup de gens vont te dire, oui, mais Tammy, t'étais haussier. Oui, ben voilà, j'étais haussier en septembre et j'avais raison d'être haussier. Hein. On va revenir sur le Nasdaq. Le Nasdaq en septembre, voilà, on a eu une petite correction, mais après, regardez, on est monté jusqu'en novembre. Le S&P, donc il y avait de quoi être haussier. Là, regardez, septembre, d'accord? On a une petite correction et puis ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc, et quand vous le voyez en weekly, d'accord? La petite correction, on la voit quasiment pas. C'est ça. C'est cette petite correction, d'accord? C'est pas... Et ça remonte. Donc, je suis haussier là. C'est là où je commence à passer, voilà, vous voyez, là, on est en janvier, c'est là où je commence à passer vendeur, c'est par là, d'accord? Donc, j'ai un petit peu anticipé, c'est vrai. Mais après, là, je commence à mettre, voilà. Et soyez prudents, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser la barre des likes. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.